Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui Exode-Call 37, et nous allons calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de racine de tangente x dx. Alors pourquoi cette intégrale? Alors c'est dû à une anecdote, en fait, il y a longtemps, lorsque j'étais en première année de classe prépa, ça commence à faire un peu longtemps, il y a un camarade qui a proposé de calculer cette intégrale-là, qui cherchait à savoir comment calculer cette intégrale-là. Et je l'ai aidé, j'ai réussi à faire le calcul de cette intégrale. Ce calcul de cette intégrale, je l'ai trouvé assez intéressant et je me suis dit que ça pourrait être intéressant également pour des élèves. Donc comme je donnais des cours à domicile, et je donne toujours des cours à domicile à des élèves jusqu'à élèves de prépa et plus, quand c'est possible, à des élèves de prépa, je leur proposais de calculer cette intégrale, tout simplement parce que ça permettait de faire de la révision sur beaucoup de choses, beaucoup d'outils qu'on utilise notamment pour donc ces calculs d'intégrale. Donc voilà, c'est pour ça que aujourd'hui je vous propose le calcul de cette intégrale, car vous verrez à la suite de ces calculs que en effet ça permet vraiment de faire une révision assez globale de toutes les méthodes que l'on peut rencontrer pour calculer une intégrale, en dehors des choses un peu exceptionnelles comme nous avons vu dans d'autres Exode-Call. Donc je fais référence notamment à l'Exode-Call, un très ancien Exode-Call où je faisais un calcul d'intégrale à l'aide d'équivalents. Ou alors d'autres Exode-Call où on a fait des calculs d'intégrale, ok, je pourrais mettre ces références. Mais là, cette fois-ci, on va faire du type de calcul d'intégrale un peu plus usuel, donc avec un petit peu moins de subtilité, disons, mais quand même beaucoup de technicité. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de choses que vous connaissez sur les intégrales, que vous allez reconnaître au fur et à mesure du calcul, mais voilà, vous allez voir que c'est beaucoup d'outils qui vont être imbriqués les uns dans les autres, une espèce de problème à tiroir, hein. Une fois que vous ouvrez le tiroir, vous avez encore un tiroir à ouvrir, etc. Une espèce de poupée russe aussi, c'est peut-être mieux comme image. Mais voilà, donc on va se lancer sur la résolution, et donc comme tout calcul d'intégrale, il faut d'abord commencer à vérifier que cette intégrale converge. Donc voilà, je vous laisse, n'hésitez pas à faire une petite pause comme d'habitude sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice, et donc parvenir à d'abord montrer la convergence de l'intégrale, puis ensuite à calculer cette intégrale. Donc ça vaut vraiment le coup. Ok, et si vous avez du mal, si vous avez eu du mal, ou si vous avez du mal à faire le calcul de l'intégrale, n'hésitez pas à faire une petite pause à chaque étape que je propose de faire pour calculer l'intégrale. Et voyez si vous pouvez continuer la chose tout seul avant que je donne la suite de la résolution. Ça peut être une bonne façon aussi, parce que là, en tant que tel, j'ai rien donné comme indication, donc on ne sait pas forcément par quoi commencer. Mais déjà, la convergence, normalement, je pense que ça ne devrait pas trop poser problème, mais en tout cas, le calcul en lui-même, lancer le calcul en lui-même, là, on ne sait pas forcément par où commencer. Et voilà, donc n'hésitez pas, au moment où je vais me lancer sur le calcul, je vais certainement le répéter, au moment où je vais commencer le calcul, à faire des petites pauses à chaque étape que je propose, et puis essayez de voir si vous pouvez continuer tout seul avant que je dise quoi que ce soit. Ok, alors d'abord, comme j'ai dit, on va regarder la convergence de cette intégrale. Bon, pour plus de facilité, pour éviter de réécrire sans cesse l'intégrale, je vais la noter I, et donc d'abord on regarde la convergence. Et ça c'est quelque chose d'assez habituel, hein, la convergence de I. Je vais regarder la fonction dans l'intégrale. Hein. Voilà. Et cette fonction, elle est clairement continue sur l'intervalle 0, pi sur 2 non pris. Car le problème en effet est en pi sur 2. Nous avons affaire à une intégrale impropre en pi sur 2. Alors maintenant, si je regarde en pi sur 2 ce qui se passe, j'ai que tangente x. Alors tangente x, je vais faire un petit peu de détail juste pour que vous voyez quel équivalent je vais écrire. Tangente x, on est d'accord que c'est la même chose que sinus x sur cos x. Mais c'est aussi la même chose, alors là je vais utiliser une petite formule de Trigo qui permet de faire le lien entre les déphasés de cosinus et sinus en fait. Donc si je déphase sinus de pi sur 2, je m'en retrouve avec du cosinus, et si je déphase cosinus de pi sur 2, je m'en retrouve avec du sinus. Plus précisément, si j'applique si je dis, sinus x en fait, plus précisément sinus x c'est la même chose que cosinus de pi sur 2 moins x. Et
cosinus x, c'est la même chose que pi sur 2, sinus de pi sur 2 moins x. Et en jouant là-dessus, après les équivalents deviennent beaucoup plus simples, parce que maintenant, quand x tend vers pi sur 2 moins, on voit que les équivalents, c'est directement, donc là, pour le cosinus ici, vous voyez qu'en pi sur 2, ça donnera cosinus de 0, donc 1. Donc on voit directement 1. Et puis ici, vous avez un sinus de quelque chose qui tend vers 0. Donc sinus de quelque chose qui tend vers 0, c'est équivalent au quelque chose en question qui tend vers 0. Donc là, ça va être équivalent à pi sur 2 moins x. Et on fait attention un peu aux signes. Hein. Donc là, comme on travaille avec pi sur 2, avec x plus petit que pi sur 2, on s'assure que pi sur 2 moins x, c'est bien positif, etc. Bon, après, à vrai dire, j'aurais pu faire l'équivalent dans l'autre sens, ici ça ne poserait peut-être pas de problème. Mais parfois, il y a des histoires de signes, donc faut faire quand même, parfois, il faut faire un peu attention. Donc voilà, alors donc tangente x, c'est équivalent à ce truc-là. Et les deux fonctions qui sont en jeu sont positives, hein, donc il n'y a pas de lézard. Ce qui signifie que n'importe quelle puissance, donc si j'ai deux fonctions comme ça, qui sont positives et qui sont équivalentes l'une de l'autre, alors les puissances de ces fonctions vont être également équivalentes l'une de l'autre. Et quand je dis puissance, je parle de puissance même réelle. Donc là notamment, racine de tangente x, qui est juste le fait de mettre tangente x à la puissance 1,5, ça va être équivalent, quand x tend vers pi sur 2 moins, à 1 sur racine de pi sur 2 moins x. Ok, petite remarque en passant, ça peut être un mini-exercice si vous ne le voyez pas, mais quand on a deux fonctions qui sont équivalentes et dont on sait que l'une des deux est positive, alors l'autre est aussi positive à partir d'un certain rang, et aussi du même signe à partir d'un certain rang. Bon, ça je vous laisse le vérifier si vous n'êtes pas convaincu, mais c'est pas un exercice très difficile, il suffit de jouer vraiment avec les équivalents. Bref, alors maintenant qu'on a cette équivalence-là, vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais vous utilisez une propriété, un critère de convergence, très souvent en 0 et en l'infini, mais moins souvent en une autre borne que ces choses-là. Et là, il va falloir l'utiliser en un autre borne. Ici, je vais utiliser le critère de convergence de Riemann. Okay. Donc là, je peux utiliser le critère de convergence de Riemann parce que le critère de convergence de Riemann me dit que quand j'ai l'intégrale de, peu importe la borne de départ peut-être, de a à b de 1 sur racine de b moins x, ça me dit que ça converge. Ok. Donc cette intégrale converge au voisinage de b. Donc évidemment, voilà. Donc si on a convergence de ça, évidemment la convergence de cette... Donc cette fonction est intégrable. Donc là en particulier, la fonction est intégrable. Donc x associe 1 sur racine de pi sur 2 moins x est intégrable. Au voisinage de pi sur 2, au voisinage de pi sur 2, bon là vous le choisissez, le voisinage en pi sur 2, vous pouvez faire pi sur 4, pi sur 2, peu importe, mais voilà. Donc votre intégrale ici, donc oui, cette formule là, ce fait que ça converge, je peux généraliser à condition, je vais peut-être l'écrire maintenant, à condition que je mette une puissance ici de a, telle que a est plus petit que 1. Donc tant que a est plus petit que 1, eh bien ce truc-là va donner une intégrale convergente. Donc voilà, là c'est intégrable, c'est terminé, hein, donc on en déduit que d'où f intégrable sur 0 pi sur 2. Et donc convergence de l'intégrale. Voilà, bon, c'est pas grand chose, mais c'est quand même une petite technique. Bon, c'est une convergence de Riemann. C'est juste que bon, vous avez peut-être pas trop l'habitude de l'appliquer en une borne autre que 0 et l'infini. Voilà un cas de figure où je l'applique à une autre borne que ces deux-là que vous avez normalement l'habitude de voir. Bon, alors maintenant que j'ai vérifié que l'intégrale converge, on va passer aux choses sérieuses et vraiment calculer l'intégrale. Alors pour calculer l'intégrale, la première chose que je vais faire, et encore une fois je le répète, à chaque étape n'hésitez pas à faire une petite pause, si vous voulez, pour voir si vous êtes capable de continuer le calcul de l'intégrale à chaque idée.
Donc la première chose que je vous propose de faire ici, donc après on pourrait le faire dans plus ou moins dans plusieurs... Enfin, il y a plusieurs façons de faire un calcul d'intégrale. Rien ne m'empêcherait de faire une méthode plutôt qu'une autre, d'accord? Là je vais juste vous proposer une façon de faire qui globalement va rassembler toutes les techniques que vous devriez utiliser pour calculer cette intégrale. Donc c'est... Voilà, c'est pas... Donc voilà, peu importe de toute façon comment vous vous lancez à faire le calcul d'intégrale, il y a normalement un moment ou un autre, vous allez devoir utiliser ces techniques-là. Donc c'est pas... Bref, donc la première chose que je vous propose, c'est de faire un changement de variable. Et le changement de variable que je vous propose, alors le changement de variable que je vous propose va être peut-être un peu surprenant sur le coup, parce qu'on n'a pas l'habitude de se dire, allez, on va faire ce type de changement de variable. Parce que bon, là, a priori, peut-être que vous avez pensé à dire, je vais prendre u égale tangente x. Sauf que si vous faites u égale tangente x, vous retrouvez avec une fraction, normalement, vous avez dû vous retrouver avec une fraction, mais vous arrivez difficilement à avancer parce que vous avez encore des racines. Vous avez des racines de u et tout ça qui traînent. Alors moi, pour éviter ça, ce que je vais carrément faire, c'est que je vais dire, je vais faire le changement de variable suivant, t égale racine de tangente x. Donc c'est-à-dire que je mets carrément toute la fonction dans mon changement de variable. Ok? Bon. Alors, pour que ce changement de variable soit licite, il faut vérifier que la fonction en question, donc ici la fonction f, ou la fonction phi, suivant laquelle vous voyez, si vous préférez, donc là de toute façon il va falloir faire une manipulation, dire que ça c'est égal à racine de tangente x, c'est équivalent à dire que, eh bien on va avoir t carré égale tangente x, et donc c'est équivalent à dire que x égale arc tangente de t carré. Et là, peu importe comment vous faites les choses, de toute façon, il va falloir vérifier que la fonction qui est en jeu, pour que l'intégrale soit licite, il faut vérifier que la fonction soit un C1 difféomorphisme. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la fonction soit un C1 difféomorphisme? Donc bon, alors peu importe la fonction, bon moi je vais vous proposer de regarder la fonction, peut-être que le plus simple c'est de regarder cette fonction-là. Ok? Donc, pour montrer que phi est un C1 difféomorphisme, vérifions que phi est un C1 difféo. Comme son nom l'indique, déjà il faut vérifier que phi est C1, et c'est le cas. Donc phi est C1. Et on peut préciser la dérivée, ça pourra être utile. Donc si je dérive arc tangente de t carré, ça va me donner 2t sur t4. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je fais des bêtises? Non, je pense pas. Plus 1. Ok, donc la dérivée, ça va me donner ça. Et il faut vérifier que la fonction soit bijective. Donc que phi soit une bijection. Et il va falloir préciser les intervalles en jeu. Et qui plus est, que la dérivée ne s'annule pas dans l'intervalle ouvert. Donc là, on peut déjà vérifier tout de suite que phi' de t est strictement positive sur l'intervalle. Donc là, on est en train de regarder l'intervalle 0 infini. Plus infini. Ouvert. Et ensuite, il faut vérifier que phi est une bijection. Bon là, vous avez clairement la bijection parce que j'ai joué avec l'écriture de départ pour arriver à cette écriture-là. Donc c'est clairement une bijection. De toute façon, vous pourriez utiliser le fait que phi' est strictement positif pour dire que la fonction est strictement croissante, blablabla. Et donc après, regardez la limite en plus infini de la fonction, la limite en 0 de la fonction, et vous avez ce qu'il faut avoir. Donc phi est une bijection de... Alors là, je fais une bijection de 0. Bon, 0, je peux le prendre. Quand on parle de bijection, on peut prendre l'intervalle... Enfin, on peut prendre les bornes qui ne sont pas impropres. Il n'y a pas de problème. Mais dans le cas où on veut vérifier... on veut la dérivabilité... Enfin, on veut que la dérivée ne soit pas nulle, il faut le vérifier sur l'intervalle ouvert. D'accord? Peu importe si les bornes sont propres ou impropres. Voilà. Donc, bref... On a ça, donc c'est une bijection de ça vers... Bon l'intervalle de départ dans lequel on travaillait, c'était celui-ci. Ok, donc on voit
On voit que ce changement de... Donc phi vérifie bien toutes ses propriétés, donc c'est bien un C1 difféomorphisme. Et donc, comme c'est un C1 difféomorphisme, maintenant on peut donc appliquer ce changement de variable. Et cela va me permettre de dire que l'intégrale I, c'est la même chose que l'intégrale de 0 à plus infini de... Et maintenant je remplace, donc racine de tangente x devient t, hein, donc j'ai t fois, et ensuite je fais phi prime, donc phi prime il est là, donc j'ai 2t sur t4 plus 1 dt. D'accord, donc c'est f de phi de t fois phi prime de t, d'accord, dt. Donc voilà, le changement de variable me donne cette chose-là. Et donc ça c'est l'intégrale de 0 à plus infini de 2t carré sur t4 plus 1 dt. Alors remarque en passant, j'aurais pu, enfin si je ne savais pas, si j'avais pas réussi à montrer comme ça directement que l'intégrale convergeait, en ayant fait ce changement de variable, je peux conclure que l'intégrale converge parce que ici, je peux appliquer le critère de Riemann comme d'habitude ici. Donc en voyant qu'en 0 c'est continu, etc., la fonction est continue sur R, et en plus infini, on a un équivalent en 1 sur t carré. Donc ça peut permettre de conclure que cette intégrale converge, et comme on a fait un changement de variable avec un C1 difféomorphisme, etc., les deux intégrales, si cette intégrale converge, alors cette intégrale là-bas converge. Ok, donc si on n'avait pas réussi à s'en sortir avec racine de tangente x, on aurait pu s'en sortir avec cette intégrale obtenue grâce au changement de variable. Ok, alors je vais écrire cette étape intermédiaire à côté là, juste pour qu'on le garde en tête. Donc là on en est arrivé à cette intégrale là, intégrale de 0 à plus infini, donc de 2t carré sur t4 plus 1 dt. Bon alors là on arrive à une intégrale entre guillemets relativement classique, c'est-à-dire que c'est une intégrale d'une fraction, hein, d'une fraction qu'on dit une fraction rationnelle, c'est-à-dire que c'est une fraction entre deux polynômes. Okay, alors pour calculer des intégrales des intégrales faisant intervenir des fractions entre deux polynômes, eh bien la bonne idée c'est en général de faire une décomposition en éléments simples. Okay, ici la décomposition en éléments simples, elle ne va pas être très jolie parce que toutes les racines du polynôme au dénominateur sont des nombres complexes. Vous pouvez le vérifier par vous-même, ça va former un petit carré, ok, mais ce petit carré, ça ne va pas être le carré qui passe par 1 moins 1, ça va être un petit carré qui passe par 1 plus i divisé par racine de 2, 1 moins i divisé par racine de 2, etc. Ok, bon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une décomposition en éléments simples, mais je vais la faire de manière un petit peu plus intelligente, et de manière à ne pas avoir de problème avec les nombres complexes. Parce que bon, si je fais intervenir des nombres complexes, on va peut-être avoir un peu de difficulté à déterminer les primitives. Je vais avoir plus de difficulté à dire que, par exemple, 1 sur t moins i, une primitive, ce serait ln de t moins i. On est d'accord que ça pose un petit peu problème de parler d'un ln d'un nombre complexe. Bon. Donc pour éviter ce genre de problème, ou parce que bon, évidemment, je ne peux pas dire ça, hein, ce que je viens de dire, je ne peux pas vraiment dire ça, à condition que je définisse, à moins que je définisse le logarithme sur un ouvert bien particulier, mais je ne vais pas passer par là, parce que sinon ça peut être... Mais ça peut se faire comme ça, hein. C'est un peu technique, mais ça peut se faire comme ça, hein, si on veut, en décomposant cette fraction dans les complexes, puis ensuite en définissant un logarithme adapté dans les nombres complexes, sur un ouvert particulier, et une fois que j'ai fait ça, je pourrais continuer le calcul de l'intégrale en utilisant ce ln un peu plus généralisé. Mais je ne vais pas parler de ça parce qu'on reste au niveau prépa, mais bon, voilà, je voulais vous le dire parce que, à savoir que ça peut exister. Et donc, bon, a priori, 1 sur t moins i, ça, je ne peux pas donner de primitive, a priori en tout cas, si j'en reste au niveau prépa. Alors, je vais proposer de faire une décomposition, non pas dans les complexes, mais une décomposition dans les réels. Et une décomposition dans les réels, ça veut dire qu'il faut être capable, donc comme toutes les racines de ce polynôme sont complexes, ça veut dire qu'on devrait être capable d'écrire t4 plus 1 comme un produit de deux polynômes de degré 2. Et ces deux polynômes devraient être irréductibles dans R crochet x. Ok ? Alors en fait l'astuce est un petit peu cachée, hein, parce que là je vais vous déterminer le produit de manière un petit peu astucieuse, mais il est un petit peu caché, mais vous pourriez vous dire là que ça peut être une bonne idée de faire intervenir 2t carré dans
l'expression du bas. Et vous auriez tout à fait raison, parce que si on fait ça, donc si je fais plus de t carré moins de t carré sur le dénominateur, bah vous vous rendez compte que ça c'est une identité remarquable. Donc on a t carré plus 1 au carré moins 2t carré. Et là, bah, on peut encore appliquer une identité remarquable, a carré moins b carré, qui va me donner le produit suivant, t carré plus racine de 2t plus 1, et t carré moins racine de 2t plus 1. Et voilà, j'ai réussi à décomposer mon polynôme au dénominateur comme produit de deux polynômes réels. Et puis vous pouvez vérifier que ces deux polynômes sont bien irréductibles dans R crochet X. Il suffit de faire un petit delta. Dans les deux cas, vous allez obtenir un delta qui vaut b moins 4, enfin 2b carré, hein, donc b carré racine de 2 ou moins racine de 2 au carré, ça fera 2, moins 4 fois 1 fois 1, et ça fera moins 2, et en effet c'est négatif. Donc les deux polynômes sont bien irréductibles dans R crochet X. Il n'y a pas de problème. Maintenant que j'ai décomposé mon polynôme au dénominateur comme produit de deux polynômes de degré 2 irréductibles dans R crochet X, eh bien je peux dire que l'intégrale I, enfin pas l'intégrale I, je ne vais pas tout de suite passer à l'intégrale I, je peux dire que 2t carré sur t4 plus 1, et là je fais la décomposition en éléments simples, c'est égal à donc at plus b divisé par t carré, je ne sais pas lequel est mieux, alors je vais peut-être mettre le moins avant, plus 1, plus ct plus d divisé par t carré moins racine de 2t, plus racine de 2t plus 1. Donc voilà, là j'applique tout simplement le type de formule, hein, le type de choses que l'on fait d'habitude quand on fait une décomposition en éléments simples. Ok. Alors il y a des techniques qui peuvent permettre de déterminer A, B, C, D très rapidement. Ok. Je vais en appliquer quelques-unes. Je ne vais pas tout appliquer parce que bon, après on pourrait se dire, alors autre façon encore de s'en sortir, on aurait très bien pu se dire, oui alors là tu t'embêtes peut-être à faire une décomposition dans R crochet X, tu aurais très bien pu faire une décomposition dans C crochet X, et après ce, rassembler les bons polynômes ensemble, les conjuguer ensemble, et me ramener à des fractions dans R crochet X. Vous avez raison, j'aurais très bien pu faire comme ça. Toutefois, moi je trouve que c'est plus intéressant de travailler directement avec une décomposition dans R crochet X, plutôt qu'une décomposition dans C crochet X, tout simplement parce que ça me permet d'éviter de parler des nombres complexes. C'est bête comme chou, mais c'est juste que voilà, ça me permet d'éviter de parler des nombres complexes et tout ça. Et puis ça me permet d'éviter aussi des calculs un peu embêtants, justement, parce que quand vous allez décomposer dans C crochet X, vous allez beaucoup jouer avec des racines carrées de 2 un peu partout, et il faut faire attention à ces calculs-là. Donc moins je fais de calculs, moins j'ai de chances de faire des fautes. Donc ce que je fais, c'est que je préfère passer directement dans R crochet X, afin de faire le moins de calculs possible, plutôt que de passer par C crochet X. Mais sinon, vous avez tout à fait raison, vous pourriez passer directement dans C crochet X, et puis avancer et retrouver les deux polynômes, etc., en rassemblant les polynômes conjugués entre eux, les racines conjuguées entre eux. Vous pourriez. Voilà, je vous le dis juste s'il y en a qui avaient plutôt cette idée-là en tête. Bon, alors, quelques techniques pour déterminer A, B, C et D. Alors, déjà, on pourrait juste évaluer la fonction des valeurs particulières. Donc là, notamment, une valeur assez intéressante, particulière ici, qu'on peut prendre, c'est t égale 0. Donc si je prends t égale 0, je me rends compte que 0 est égal à b plus d. Vous pouvez vérifier, hein, ça marche bien. Donc voilà, donc ça fait déjà une première chose, une première identification faite. Ensuite, je peux utiliser ce qu'on appelle la somme des résidus. Alors c'est quoi la somme des résidus? C'est en fait, vous faites t fois la fraction que vous avez, hein, donc t fois, je sais pas, je vais l'appeler étoile. Vous faites t fois étoile et vous regardez la limite quand t tend vers l'infini de ce truc-là. D'accord? Donc la somme des résidus s'obtient comme ça. Et si je fais ça, ici, je vais obtenir t3 sur t4, donc ça va me donner 0. Et si je le fais ici, là je vais avoir at carré sur t carré en termes dominants, donc je vais avoir a, et ici je vais avoir c. Donc c'est assez intéressant, j'ai déjà déjà des relations assez gentilles entre B, D, A et C. Donc bon voilà, on en profite, c'est cool. Et puis après, alors là on peut faire de différentes, je sais pas, je pense qu'on peut faire de différentes manières.
Là, moi, je vais vous proposer juste d'utiliser des valeurs de t qui arrangent un petit peu. Mais on pourrait très bien jouer avec les dérivés, tout ça, les formules avec les pôles pour avoir A et B, enfin A, C directement. Là, moi, je vais vous proposer de prendre des valeurs de t assez pratiques ici. Donc là, si je prends t égale racine de 2 et t égale moins racine de 2. Alors, on remarquera qu'il y a une parité. Ah oui, alors c'est vrai que je n'ai pas dit ça. Mais on remarquera qu'il y a une parité entre de la fonction. C'est-à-dire que si je regarde en moins t, c'est la même chose que regarder en t. Hein. Et si je regarde en moins t, ça peut me donner d'autres relations. Donc je vais peut-être faire ça d'abord. Parce que ça, c'est quand même une technique sympa. Donc si je regarde, je sais que f de t, c'est égal à f de moins t. Donc en notant ça, quand je regarde f de moins t, ici je remplace, je vais avoir moins at plus b divisé par t carré plus racine de 2t plus 1. Et je vais avoir moins ct plus d divisé par... Donc c'est une bonne technique aussi quand on voit des parités. Alors ça fait pas plus, ça fait moins ici. Quand on voit de la parité. Parce que quand on voit de la parité, on voit tout de suite, on arrive à trouver d'autres relations encore plus rapidement. Donc là notamment, ce qu'on arrive à trouver comme relation, alors si j'ai pas fait d'erreur, c'est que A égale moins C, si je dis pas de bêtises. Alors attends... Ouais, A égale moins C, ouais, alors ok, d'accord, je viens de voir, je me rends compte que ici la parité, jouer sur la parité, ça me permet de retrouver directement en un seul coup les deux là. D'accord, donc ça m'a pas avancé beaucoup. Mais si j'avais pas pensé à faire ça tout de suite, mais pensé à la parité directement, c'est pas grave, au moins voilà, ça montre que suivant les idées qu'on peut avoir, parfois ça amène à quelque chose de nouveau, parfois pas. Là ça n'amène pas à quelque chose de nouveau. Mais vous remarquerez que si j'utilisais la parité directement, on retrouve tout de suite les relations que j'ai écrites ici. A plus C égale 0, puisque A égale moins C. Hein, et B plus D, alors est-ce que j'ai B plus D je pense que non, ici j'ai B égale D. Donc ouais, j'ai B égale D. Ça c'est cool, par contre ça doit être nouveau. Donc B égale D. Si j'ai pas fait de bêtises, ouais. Ouais, donc ça c'est nouveau par contre. B égale D, j'ai B égale D, et donc B égale D, ça veut dire que ça veut dire que B égale D égale 0. Puisque la somme doit faire 0. Ok, donc si j'ai quand même quelque chose de nouveau, B égale D, ça c'est bien. Ok, donc maintenant je vais regarder en racine de 2. C égale racine de 2. Et si je regarde en racine de 2, qu'est-ce que j'obtiens je vais obtenir d'un côté 4 divisé par 5... non, si, 5. Et c'est 4, ouais. Donc je vais obtenir 4 divisé par 5, parce que là, racine de 2 au carré, ça fait 2. Et racine de 2 puissance 4, c'est la même chose que 2 au carré, donc ça fait 4, 4 plus 1, 5. Donc j'ai bien 4 divisé par 5. Et ça, c'est égal à quoi? Alors maintenant, je regarde ce qui se passe ici. Là, j'ai 2 moins 2. Donc ça fera 0 et plus 1. Donc ça fait un truc assez cool. Ça donne A fois racine de 2. Puis ensuite, de l'autre côté, je vais me retrouver avec 5. Hein. Donc ici, si vous faites le calcul, vous avez 2 plus 2, donc 4, plus 1, 5. Donc vous avez sur 5. Et vous avez C racine de 2. Ok, alors on sait déjà que A plus C c'est égal à 0, hein, donc je l'utilise, ça veut dire que A racine de 2 moins racine de 2 sur 5, ça doit être égal à 4 sur 5. Je suppose que je peux mettre le 5 en facteur, j'obtiens 4 égale A fois 5 racine de 2 moins racine de 2, ça fera donc 4 racine de 2. Et donc ça me donne que A égale 1 sur racine de 2. Et donc C égale moins 1 sur racine de 2. Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Donc là, ce qu'on vient d'obtenir, c'est donc que notre intégrale peut s'écrire comme 1 sur racine de 2 fois t divisé par t carré moins racine de 2t plus 1, pas plus, moins 1 sur racine de 2t divisé par t carré plus racine de 2t
plus 1. Ok, il y aurait d'autres techniques pour déterminer les valeurs de A, B, C, D, mais vous voyez quand même qu'elles ont été que cette technique a été quand même assez efficace de jouer. Donc finalement, la parité donnait quand même une information supplémentaire, c'est que B égale D, et on avait B plus D égale 0 grâce à T égale 0, donc ça permet de conclure. Bon, ok, j'avais peur sur le coup que ça donnait une information qu'on avait déjà, mais en fait, pas du tout. Donc tant mieux. Ok, très bien. Alors maintenant, je vais avancer. Car maintenant, je me retrouve à devoir calculer ces intégrales-là. Donc là, j'ai commencé ma décomposition, c'est bien. Enfin, je n'ai pas commencé, je viens de faire ma décomposition, très bien. Mais maintenant, reste à calculer ces intégrales-là. Alors, je vais calculer l'une des deux. Je vais avancer un petit peu le calcul de l'une des deux. Juste pour essayer, parce que là, ici, on a envie, on voit qu'il y a un t carré et un t, on se dit, bon, la bonne idée, ça serait peut-être de faire intervenir un logarithme. Ok ? Sauf que faire intervenir un logarithme, il manque des choses pour que la formule du logarithme soit applicable. Okay, donc, je vais d'abord appliquer la technique, enfin une technique pour calculer cette intégrale-là, cette partie d'intégrale-là. Puis, cette technique se répercutera sur le calcul de cette intégrale-là. Et un autre truc que j'aimerais faire, puisque je ne sais pas si vous me voyez venir, mais j'aimerais décomposer l'intégrale en disant c'est l'intégrale du premier truc moins l'intégrale du deuxième truc. Mais la décomposition ici n'est pas autorisée. Si je laisse infini en borne supérieure, là, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que là, l'intégrale que j'ai ici est convergente, et si je décompose, les deux intégrales que j'obtiens, c'est pas difficile à vérifier, les deux intégrales que j'obtiens sont divergentes. Donc je ne peux pas faire la décomposition en mettant l'infini. Par contre, si je mets un grand X, ça devient possible. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder le calcul de 0 à grand X, de 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2t, divisé par t carré moins racine de 2t plus 1. Et le calcul va être relativement similaire avec l'autre intégrale. Donc si je lançais le calcul avec l'autre intégrale. Ok, alors, déjà je vais mettre le 1 sur racine de 2 en facteur, parce qu'on ne va pas s'embêter longtemps. Alors tant qu'à faire, je vais enlever le 1 sur racine de 2, juste pour que ce soit un petit peu plus simple à voir ce que je vais faire. Et là on voit t carré, comme j'ai dit, on aimerait faire intervenir du logarithme, au sens où on pourrait se dire, ouais, alors le truc le numérateur devrait être la dérivée quelque part du dénominateur. Alors, le problème, c'est que ça ne marche pas tout à fait. D'abord, il faut faire 1 fois 2, si je veux que ça marche. Donc, je vais faire 1 fois 2, divisé par 2. Et puis, si je veux que ça marche vraiment, parce que pour l'instant, j'ai juste que la dérivée de t carré, ça fait bien 2t, tout va bien. Mais la dérivée de moins racine de 2t, ça fait racine de 2, moins racine de 2. Donc, il me manque un moins racine de 2 ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la méthode un peu naïve. Je vais dire, je vais faire moins racine de 2, plus racine de 2. Voilà. Si je fais ça, on est d'accord, maintenant, cette partie-là, c'est bien la dérivée. Restera à s'occuper de la partie avec la racine de 2 toute seule, là. Donc là, je me retrouve avec 1 demi, intégrale de 0 à grand X, de 2t moins racine de 2t sur t carré moins racine de 2t plus 1. Et ensuite, j'ai dt, là je peux me permettre de décomposer, il n'y a pas de problème. Donc plus 1 demi de... Donc, tant qu'à faire, je vais peut-être mettre la racine de 2 en facteur. Intégrale de 0 à grand X de... on va avoir 1 sur t carré moins racine de 2t plus 1 dt. Ok, alors là, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens ln, je pense que vous l'avez compris, j'ai tout fait pour. Donc j'obtiens, entre crochets, ln de x carré moins racine de 2 grand X plus 1, et je calcule en 0 et... Alors j'ai mis grand X, mais c'est t, pardon. T carré t, et je le calcule entre 0 et grand X. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai ? Alors ce que j'ai là, c'est que j'ai une fraction avec au numérateur rien, un terme constant, et au dénominateur un polynôme de degré 2, tel que son discriminant est négatif. Et là, encore une fois, technique, ok ? J'ai un polynôme de degré 2 de discriminant négatif, ça veut dire que je dois avoir affaire à une arctangente.
Reste à savoir comment mettre en avant cette arctangente. Bah, pour mettre en avant cette arctangente, il faut que je mette le polynôme sous la forme canonique. C'est-à-dire que bah, t carré moins racine de 2t plus 1, c'est la même chose que t carré, alors il ne faut juste pas se planter, t carré moins racine de 2 sur 2 au carré. Donc si je fais ça, on est d'accord que... Pourquoi j'ai mis t carré? Ouais. C'est t moins racine de 2 sur 2 au carré. Donc si je développe ça, on est d'accord qu'on trouve bien t carré, on trouve bien moins racine de 2t, par contre on ne trouve pas plus 1, ici on trouvera 1 demi. Donc si on trouve 1 demi, bah, il faut mettre 1 demi... donc si je trouve plus 1 demi, il manque plus 1 demi pour que les choses fonctionnent. D'accord? Donc 1 demi plus 1 demi, ça fera bien 1. Donc voilà, la forme canonique de ce polynôme, c'est bien la suivante. Okay, donc la forme canonique, je rappelle, c'est a fois x moins alpha au carré plus bêta. Hein, c'est assez classique, normalement ça doit vous parler, même si peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé ça. Bah, c'est ce que je fais ici. Donc je me retrouve avec ça, puis après je vais mettre le 1 demi en facteur pour que je me retrouve bien avec quelque chose de la forme 1 sur u carré plus 1. Voilà, donc là je vais avoir, si je continue, je vais juste me mettre un tout petit peu en dessous pour qu'on puisse voir ce que je fais. J'ai racine de 2 sur 2, intégrale de 0 à grand x de 1 sur... Donc là je vais d'abord écrire la forme canonique que je viens d'obtenir, racine de 2 sur 2 au carré, plus 1 demi, dt. Et donc comme j'ai dit, je vais mettre le 1 demi en facteur. Donc si je mets le 1 demi en facteur, 1 demi devient fois 2. Donc je me retrouve ici. Donc là je vais laisser tel qu'il est. Et là je vais, j'ai donc ici, alors doucement. Donc comme j'ai dit, si je mets le 1 demi en facteur, 1 demi l'inverse ça devient 2. Et le 2 se simplifie avec le 2 qui est ici. Donc je vais avoir racine de 2 ici. Intégrale de 0 à grand x de 1 sur... Et le sur 2 que j'ai mis en facteur devient donc un fois 2 dans ce truc-là, et le x2 qui apparaît dans ce truc-là, ça va me donner un racine de 2t moins racine de 2 sur 2. Non. Moins 1, pardon. Plus 1. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Normalement non. Donc en ayant mis 1 demi en facteur, ça veut dire que je fais x2 partout, hein, donc ça veut dire que je rentre... On aurait pu le voir plus facilement en disant je rentre le x2 là-dedans, et en faisant le x2 là-dedans, bah, le x2 je vais le rentrer dans le carré, donc ça devient fois racine de 2 dans la parenthèse. Ok. Et maintenant bah, je fais le changement de variable comme je l'ai proposé, je vais faire u égale racine de 2t moins 1. Changement de variable tout à fait licite, pas de problème, parce que c'est un changement de variable affine. Et puis donc du c'est égal à... enfin dt c'est égal à du racine de... divisé par racine de 2. Et donc bah... ça va me donner... Alors, je égale ça, égale... Pour l'instant je touche toujours pas ça. Pourquoi j'y touche pas? Parce que bon, on pourrait faire le calcul. Hein. Mais j'y touche pas parce que, comme je vous ai dit, j'aimerais ensuite réappliquer tout ce que je viens de faire comme calcul dans le cas où je remplace plus par moins ici. C'est juste pour cette raison. Donc là, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec racine de 2 fois... Alors, comme il y a divisé par racine de 2 là, le racine de 2 qui est ici va disparaître. Je me retrouve avec l'intégrale de 0 à grand x de 1 sur u carré plus 1 dt. Et évidemment, j'ai fait une bêtise parce que, comme on a fait un changement de variable, il y a un changement de borne. Donc là, le changement de borne, je vais de moins 1 vers bon, racine de 2. Bon là, à vrai dire, peu m'importe parce que de toute façon, je vais faire tendre grand x vers l'infini. Mais... Ok, donc je me retrouve avec ça. Et ça, là, vous appliquez. Hein, donc ça fait arc tangente de t calculé en racine de 2 grand x moins 1 et en moins 1. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui change si j'avais mis... Oups. Qu'est-ce qui change si j'avais mis un plus à la place d'un moins? Parce que ici, c'est le cas où j'avais mis un moins. Si je mets un plus ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui change, c'est que je vais avoir un plus ici, et par conséquent, un moins ici. Ici, je vais avoir un plus. Hein. Ok. Ici, je vais avoir un plus. Donc, ici, j'ai un moins. Et ce qui change ici, c'est que j'ai un plus
Et de toute façon, carré, ça fera toujours un demi, donc ça ne change rien. Donc ici, je vais avoir un plus. Et un moins ici. Un moins ici. Et là, le changement de variable, il faut que je fasse attention. Ici, j'ai plus 1 et plus 1. Donc ici, j'ai plus 1, plus 1. Moins. Voilà ce qui change. Je le fais, là, je l'ai fait comme ça directement. C'est pour ça que j'ai écrit tout sans faire le calcul jusqu'au bout. Parce que, comme ça, vous voyez bien qu'est-ce qui change si j'avais remplacé moins par plus. Et vous voyez que c'est juste une histoire de signe. D'accord? Il n'y a pas vraiment de grosse subtilité là-dedans. Ok. Bon bah très bien, alors grâce au calcul que je viens d'effectuer, on va pouvoir conclure. Puisque l'intégrale qu'on cherche à calculer, finalement ça revient à la même chose que la limite, quand grand X tend vers l'infini, de 1 sur racine de 2 intégrale de 0 à grand X de t sur t carré moins racine de 2t plus 1, moins 1 sur racine de 2. Bon, après, le 1 sur racine de 2, je vais le mettre en facteur totalement, je vais bien faire. Hop, on va pas s'embêter. Donc j'ai ça, intégrale de 0 à grand X de t sur t carré plus racine de 2t plus 1 dt. Donc je peux écrire mon intégrale infinie comme ceci, comme une limite en jouant avec la borne supérieure. Et donc, bah, ça va me donner 1 sur racine de 2. Pour l'instant, je mets 1 sur racine de 2 toujours en facteur, là. Fois la limite, quand grand X tend vers l'infini, de quoi? Alors maintenant, bah, je remplace par les intégrales par les expressions que j'ai obtenues. Donc dans le cas où j'ai un moins, je lis juste ce qu'il y a au-dessus, hein, donc dans le cas où j'ai un moins, je me retrouve avec 1 demi de ce ln calculé en grand X et calculé en 0. Si je le calcule en 0, vous voyez que j'obtiens ln de 1 qui donne 0. Okay, donc j'ai juste le terme en x qui apparaît, alors ça va me donner 1 demi de ln de x carré moins racine de 2 grand X plus 1. Allez, on s'accroche, hein, on est à la fin là. Ensuite, j'ai plus arc tangente de t calculé en ces choses-là. Donc, plus arc tangente. Donc, arc tangente de racine de 2x moins 1. Et ensuite, moins arc tangente de moins 1. Bon, arc tangente de moins 1, on pourrait faire le calcul, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Ok, donc ça c'est le premier terme, et le deuxième terme, ça va me donner moins, entre parenthèses, 1 demi de... Alors là, cette fois, j'ai ln de x carré plus racine de 2x plus 1 moins ln de... Est-ce que je dis des bêtises? Non, si je calcule en 0, ça fait encore ln de 1, donc il n'y a pas de ln. Hop. C'est bien ce que je me disais, il n'y a pas de ln. Donc encore une fois, si je remplace par un plus et que je remplace t par 0, ça donne encore une fois ln de 1, donc ça disparaît. Si je remplace en x, ça me donne ce que je viens d'écrire. Donc j'ai 1 demi de ça, et ensuite j'ai moins, cette fois-ci, arc tangente de racine de 2x plus 1. Et ensuite, moins moins plus, arc tangente de 1. Ouf! Est-ce que j'ai fait une bêtise? Alors... Je suis juste en train de me demander si niveau signe ça va bien se passer. Bon, je pense que niveau signe ça devrait bien se passer. On va voir ce que ça donne. Donc, maintenant je vais regarder la limite quand x tend vers l'infini de chacun des trucs. Alors les arcs tangentes ne me posent pas trop de problème parce que je sais que ces arcs tangentes là, donc en x là, ça va tendre vers pi sur 2. Oui, pi sur 2. Ok, donc... est-ce que j'ai dit... Non, c'est ça. Donc les arcs tangentes ici vont tendre vers pi sur 2 et ces deux-là vont se supprimer l'une et l'autre. Donc ça c'est très bien. Par contre les deux là, c'est celui-là qui me fait peur. Les deux là... Est-ce que j'ai fait une bêtise?
Parce que ces deux-là, ils se suppriment, ils devraient peut-être pas se supprimer. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Ça devrait pas se supprimer, ces deux-là. Je suis un peu pas trop content parce que les deux arctangentes se suppriment, je ne devrais pas avoir ça. Alors, qu'est-ce qui va pas? Bref, bon, je vais avancer puis vous allez voir ce qui m'embête. Je vais avancer, pour éviter d'effacer ce que j'ai fait là, je vais avancer ici. Donc comme je le disais là, donc les deux arctangentes, hein, arctangente de racine de 2x plus ou moins 1, peu importe, quand je fais la limite quand x tend vers l'infini, ça va être pi sur 2. Et donc ça signifie qu'en faisant la limite, les deux termes s'en vont. Ok? Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les ln, je peux les rassembler. Et je vais faire 1 demi de ln de x carré moins racine de 2 x plus 1 divisé par x carré plus racine de 2x plus 1. Et là, vous voyez que vous avez affaire à deux polynômes du même degré, donc la limite, c'est tout simplement la division des deux coefficients, donc vous allez vous retrouver avec, quand x tend vers l'infini, 1 demi de ln de 1, et ça donne 0. Alors maintenant, c'est juste que je suis en train de me demander si j'ai pas loupé un signe. Ou alors j'ai dit une bêtise, les arctangentes ne se simplifient pas en fait. Ouais, c'est ça la bêtise que j'ai faite. Ok, d'accord. Donc les arctangentes de moins 1 et de 1 se simplifient, donc en fait, ouais, d'accord. Donc finalement, ça me plaît mieux. Ok, donc j'ai dit une bêtise, désolé. En fait, ça s'en va pas. Parce que ces deux-là sont du même signe. Moins, moins. Vous voyez, moins, moins, ça fait plus. Ok, donc voilà. Donc, bon, finalement, ça m'arrange. Parce que bon, j'étais en train de me dire, il y a un truc qui va pas. Mais voilà, oui, donc les deux arctangentes ici ne se simplifient pas, finalement, elles s'additionnent. Donc là, les deux logarithmes, comme je viens de l'expliquer là, les deux logarithmes se simplifient. Là, eux, oui, se simplifient parce que la limite de la soustraction, c'est la limite de cette chose-là qui correspond à 0. Et puis arctangente de... Donc moins arctangente de... Donc là, oui, c'est bon, je peux effacer. J'ai pas fait d'erreur, donc c'est bon. Ok. J'ai juste fait une erreur là quand j'ai dit que ça simplifiait, mais en fait ça simplifie pas. Donc vous avez donc arctangente, donc moins arctangente de moins 1, bah ça fait arctangente de 1. D'accord, arctangente c'est une fonction impaire. Et puis vous avez un peu plus loin dans l'expression, moins entre parenthèses, plus arctangente de 1. D'accord? Donc ça signifie que les deux arctangentes qui sont ici et ici se simplifient. Bon, après, si vous voulez, pour le fun, vous pouvez donner la valeur de l'arctangente de 1, qui vaut pi sur 4. Voilà, mais peu importe, ça s'en va. Et donc, bah, on se retrouve comme limite, hein, la limite qu'on obtient, c'est donc 1 sur racine de 2 fois pi sur 2 plus pi sur 2. Et donc là, je suis content parce que c'est bien le résultat qu'il fallait obtenir. Pi divisé par racine de 2. Et voilà, j'ai terminé le calcul. Donc, le résultat de l'intégrale, pi sur racine de 2. Alors j'espère que vous voyez bien ce que je voulais dire par le fait qu'il y avait pas mal de techniques et par le fait que ça permettait de faire de la révision sur un peu tout, un peu toutes les méthodes, les choses qu'on applique pour calculer les intégrales. Parce que vous avez vu que là, nous avons d'abord utilisé le critère de Riemann dans une borne différente que 0 et plus infini pour montrer la convergence de cette intégrale. Nous avons utilisé le changement de variable dans un cadre d'intégrale impropre, ce qui est aussi un des trucs à savoir faire quand on manipule des intégrales.
Ensuite, vous avez vu qu'on a fait de la décomposition en éléments simples, en pôles simples, ou une décomposition en éléments simples plutôt, par des polynômes. Alors là, ici, j'ai proposé de le faire dans R crochet X, rien ne vous aurait empêché de le faire dans C crochet X, et après de rassembler les conjugués entre eux, etc. Ou alors appliquer un logarithme complexe pour ceux qui ont plus de connaissances là-dessus. Et une fois qu'on a fait cette décomposition et tout ça, ensuite, il suffit de faire du calcul avec ces choses de... Donc, polynôme de degré 1 divisé par polynôme de degré 2, et ça, la technique, c'est la même un peu. Vous pourriez faire la même chose, le même type de calcul en remplaçant par n'importe quel polynôme de degré 1 sur n'importe quel polynôme de degré 2, la technique est toujours la même. Vous devriez faire apparaître un truc en ln, plus un truc en arc-tangente. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, j'ai un truc en ln et un truc en arc-tangente. Et une dernière technique à laquelle il fallait faire attention, c'est le fait que quand je veux décomposer une intégrale impropre, il faut faire attention, donc vous avez soit de la chance et que la décomposition donne deux intégrales qui convergent, soit vous n'avez pas de chance et la décomposition donne des intégrales qui divergent, et dans ce cas-là, on change la borne impropre, par une variable qui va tendre vers cette borne impropre. Et ça permet d'éviter, ça permet de ne pas tomber dans le piège de garder des intégrales impropres et de faire des calculs faux. Donc voilà. Bref, et ben voilà, donc 50 minutes, hein, je vous l'avais dit, de toute façon que ça allait durer un petit moment, et c'est le cas, donc bon voilà. Je vous ai pas menti, et donc j'espère que ça vous a plu, toute cette technique, toutes ces manipulations que nous avons fait là pour le calcul de cette intégrale. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire sous la vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut plaire à d'autres camarades, n'hésitez pas à la partager, ça fera toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous retrouve très vite, donc la semaine prochaine, pour le trio habituel, le coin recherche, le petit exo de colle, et enfin l'exo de colle, voilà. Bon, je ne sais pas encore ce que je vais proposer, je vais peut-être vous faire un petit teasing de ce que je vais proposer au prochain exo de colle. Je pense que pour l'exo de colle, je vais proposer de la proba. Et je vais parler d'un processus assez intéressant qui permet de déterminer par exemple l'espérance de vie de certains individus. Alors bon, l'espérance de vie au sens où ça sera posé sous le nom sous le fait que par exemple quelqu'un a un nom de famille et on se pose la question quelle est la probabilité qu'il parvienne à la perpétuer à l'infini. On pourrait se poser ce genre de questions, à quelles conditions est-ce qu'un nom de famille va se perpétuer à l'infini, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle le processus de Galton-Watson, et je pense que je vais vous proposer ça pour le prochain exo de colle, qui sera, je pense, le dernier exo de colle de l'année 2021. Donc voilà, et puis voilà. Si vous avez encore une fois des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les faire sous la vidéo. Et puis sur ce, je vous retrouve donc très vite pour les prochaines vidéos et dernières vidéos de 2021. Voilà, salut à tous et bon week-end.